le deuxième point qui est justement les traitements existants de la donnée et les améliorations ou les interventions à produire pour se mettre en conformité avec ce texte. Donc on va prendre le temps là de freiner et de passer quelques minutes spécifiquement sur ce sujet. Aujourd'hui, vous qui avez une pratique professionnelle, d'ores et déjà des traitements actuels, donc on part du legacy, hein, une des deux jambes auxquelles vous faisiez référence, est-ce que, et qui avait déjà vu sur les 6 ou 7% de sociétés qui se mettent en conformité ou en état de l'être le plus rapidement possible avec ce nouveau texte, est-ce que vous pouvez nous préciser les étapes finalement d'un traitement de données classique et les évolutions à grands traits, là encore, qui sont souhaitables pour se mettre en conformité? Faire un petit retour d'expérience là-dessus. Tout à fait, c'est d'essayer donc, par rapport à cette réglementation, de voir la maturité de l'entreprise, quel est le niveau. Et par rapport à tous les articles, sans rentrer trop dans le détail technique, par rapport à toute cette chaîne, par rapport à ce traitement, où est-ce qu'effectivement, est-ce que c'est vraiment en conformité ou est-ce qu'il y a un décalage et un écart? Est-ce que cet écart est important? Et par rapport à ça, donc de le mesurer. Et ensuite, avec une équipe de consultants, c'est de voir comment se mettre en conformité, c'est-à-dire comment éventuellement anonymiser, comment protéger un petit peu mieux les accès aux données, comment répondre, on reviendra, mais c'est un vrai sujet complexe, le droit à l'oubli, c'est-à-dire d'être sûr d'avoir effacé toutes les données, c'est-à-dire pas seulement les données dans les bases de données, dans les sauvegardes, etc., mais éventuellement des données après circulent également dans les logs, donc on peut avoir des données personnelles dans les logs. Donc c'est vraiment assez complexe. Et puis c'est un vrai plan d'action, un schéma directeur, avec la mise en place ou faire évoluer aussi les processus, les procédures donc, autour du traitement. Et puis tout à l'heure, Maître en parlait, c'est-à-dire que dès le départ, avant de développer, de mettre en place des nouveaux traitements, c'est d'essayer le plus tôt possible de réfléchir et de voir comment au mieux protéger ces données personnelles. Et puis, comme on a pu le dire aussi et le voir, si les données sont très sensibles, comme des données médicales et autres, c'est effectivement de faire une analyse de risque hein, qui s'appelle la DPIA, Data Privacy donc, Impact Analysis, et qui sera importante. Et donc, les sociétés se doivent de se faire aider par effectivement des consultants spécialisés donc, dans ces analyses de risque autour des systèmes d'information. On voit que tout à l'heure, on parlait des rôles importants dans l'entreprise, mais également au sein des sociétés de services ou des cabinets de consulting. C'est effectivement besoin de se faire aider avec une partie juridique, une partie consulting organisationnelle et une partie aussi technique et autour aussi donc, de produits qui sont performants et qui permettront de garantir cette protection. Pour faire très court, j'avais l'occasion de participer récemment à une table ronde avec des DSI. Ils ont comparé la mise en conformité RGPD au dernier grand projet qui les ont concernés de même niveau, c'est l'intégration de l'euro et le passage en 2000. Donc ce n'est pas fondamentalement des révolutions technologiques, mais c'est avant tout des projets d'audit, de recensement et de roadmap avec un jalon dans le temps et un impact financier en cas de dérapage qui est très important. Peut-être pour rebondir sur ton point, peut-être le changement de paradigme qu'on vit aujourd'hui, c'est l'émergence de deux aspects à mon avis qui sont très importants sur l'entreprise, c'est la mobilité des utilisateurs et puis l'évasion des applications et la donnée vers le cloud qui font que ça risque de complexifier par rapport aux années 2000 où on était dans un cadre plus fermé, plus restreint dans les data centers où on pouvait faire une analyse plus fermée. Et là, finalement, avec une mobilité des utilisateurs, des gens qui peuvent poster dans les plateformes personnelles, privées, semi-personnelles, semi-privées, de la donnée de l'entreprise, ça devient peut-être beaucoup plus challenging pour le RSSI et pour la DSI de contrôler finalement la donnée de l'entreprise, vers où elle va, qui l'utilise, et qui la duplique, qui la réplique, et comment je la suis, et comment je fais une analyse de cette donnée. Je pense que c'est un point clé. Vous avez tous des retours métiers et vos fonctions différentes. Votre point de vue d'accès au marché doit vous permettre de préciser cela. Fabien, moi, je voulais juste préciser qu'effectivement, nous, comme on est hébergeur, on a des témoignages très divers en fonction du métier de nos clients. Et je pense qu'il y a deux points qui sont assez importants. C'est qu'on parle, effectivement, c'est un petit peu un mot facile d'utiliser aujourd'hui, la digitalisation de l'économie, mais nous on a vu des informatiques plutôt type traditionnel,
être hébergés sur des data centers et puis à un moment donné travailler sur ces principes de digitalisation et de nouveaux flux de revenus qui pouvaient être tirés de ça. Et on a vu des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude de gérer les données sous ce format-là et c'est une réelle contrainte pour eux. Donc c'est vrai que la nature de la donnée traitée dans le cadre du métier de nos clients, ça c'est quelque chose qui est très très compliqué à définir pour le coup pour nos clients. L'autre sujet, c'est que je pense que c'est le cas pour un bon nombre d'entre nous autour de cette table, souvent dans le cadre de la définition de nos prestations avant contrat, on est souvent amené à partager un certain nombre d'informations avec nos clients, de formats très divers hein, dans le cadre des discussions commerciales. Et c'est vrai que cette captation d'informations, le format qu'elle prend, qu'elle recourt, est très compliqué. Des fois, il y a des formats plutôt c'est plutôt oral. Des fois, c'est un petit peu écrit via des emails. Comment une entreprise comme la nôtre ou comme certainement les vôtres peuvent à un moment donné préciser et acter que l'on a récupéré cette information et la fameuse portabilité qui figure à un moment donné dans le règlement, le fait de pouvoir annuler ces informations, les soustraire, les détruire, c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc c'est vrai que la notion d'information, la définition de cette information, son profilage est très complexe. Alors moi, ce que je rencontre aussi de façon concrète, des entreprises effectivement donc, qui ont besoin d'échanger des données donc avec des contrats, soit avec des hébergeurs, soit avec des sociétés qui développent des applications. Jusqu'à maintenant, on commence à voir arriver donc, ce qu'on appelait au début, il y avait des plans d'assurance qualité, après il y a eu des plans d'assurance sécurité, des PAS, et j'ai vu très récemment une sorte de document qui va s'appeler un plan d'assurance GDPR, quoi. Et donc, c'est des très grands groupes qui commencent donc à mettre ça. Et donc, je pense que dans les contrats, on va voir apparaître cette partie-là. Et puis également des sociétés qui font du développement. Nous en avons par rapport avec nos clients. Maintenant, à se mettre dans les contrats, elles stipulent complètement donc qu'elles développent bien les applications, mais dans aucun cas, elles le souhaitent récupérer ou utiliser pour le développement ou vérifier donc l'application d'utiliser des données de leurs clients, quoi. Donc à mettre ça dans leur contrat. Donc je ne sais pas si Maître, vous avez déjà eu ce genre de documents ou de sociétés qui ont fait appel à vous pour élaborer ce type de contrat. Vous pouvez, alors c'est les contrats par rapport effectivement à des prestataires, par rapport à des partenaires, ou aussi c'est dans la réglementation. Ils s'exonèrent de tout traitement de données. En fait, ils considèrent qu'ils ne le font pas. Non, ça veut dire qu'en fait, à chaque fois qu'ils développent ou qu'ils utilisent en fait ou qu'ils veulent héberger, ils se disent complètement, donc ils se déresponsabilisent en quelque sorte, mais écrit contractuellement. Alors, ils se déresponsabilisent en disant qu'ils ne traitent pas de données ou qu'ils n'en sont pas responsables, etc. Ok. C'est ça, hein. En quelque sorte, oui. Ou qu'ils ne souhaitent pas les... Moi, je le reformule autrement. Je comprends que le client impose à son prestataire une clause par laquelle le prestataire s'engage à ne pas traiter de données du client. Oui. Alors qu'il le fait puisqu'il est sous-traitant en fait. Alors, c'est une réponse qui amène à plusieurs réponses en fait, hein, parce que on a tout simplement, indépendamment même de GDPR, on a un décalage entre la réalité et ce qui est écrit dans le contrat. Donc ça, c'est non pas facteur de protection juridique, mais de risque, puisque en cas de litige, on se base sur la réalité, pas forcément sur ce qu'on pensait faire et qu'on a écrit. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, c'est vrai qu'on voit ce type de clause de moins en moins parce que depuis quelques années, il y a une vraie prise de conscience des problématiques de protection des données et qu'au contraire, ça traduit quelque part un manque de finesse dans l'appréhension des choses puisqu'on considère qu'on n'est pas responsable alors qu'on ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité comme ça, sans fondement, ou en tout cas, il faut la reporter dès lors qu'on est en position d'être un opérateur qui traite des données personnelles. Donc, quelque part, c'est une démarche qui va être faussement protectrice en cas de litige, parce que une clause exonératoire de responsabilité, en droit français, en droit européen, ça peut valoir non-responsabilité, ça peut être réputé non écrit. Donc on rentre finalement sur des problématiques générales de droit des contrats qui a refusé de voir la réalité telle qu'elle est et qui n'a pas pu l'appréhender correctement. Donc le droit va constater l'usage, et si l'usage est illicite ou qu'il y a des emboîtements de responsabilité qui sont quelque peu frauduleux, il y aura sanction. C'est-à-dire que c'est au cas par cas, c'est-à-dire que quand parce que c'est vrai qu'on le voit, mais
c'est créer un problème pour le futur, plus gros que le problème initial. Parce qu'ils s'exonèrent de la réalité qu'ils sont en prise quand même avec des données. Il faut, à mon avis, le faire beaucoup plus finement. Mais alors tout ça, c'est des réponses au cas par cas. C'est difficile de répondre de manière générale. Mais je ne fais que dire, attention, méfiance. Il n'y a pas forcément de non-responsabilité. Un mot rapide, c'est parce que cette réflexion sur les contrats, ça m'appelle un commentaire. Nous, on avait fait une étude il y a à peu près un an et demi, où on avait regardé un petit peu le nombre de clients qu'on avait sur le bâtiment et le nombre d'interconnexions que ces clients entretenaient les uns avec les autres. Et en fait, on avait à l'époque 350 clients et ça représentait à peu près 7000 interconnexions. Et là, je ne parle que des interconnexions physiques. C'est-à-dire que là, on était sur un schéma où le client allait chercher du service managé, du cloud, de l'opérateur, dans à peu près 60% des cas. Donc, on voyait bien là qu'il y avait une multiplicité, et c'était un petit peu c'est la tendance lourde de l'IT aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir des choses propriétaires et uniquement chez soi, mais de multiplier les interconnexions et les accès à des services tiers. Donc dans ce contexte-là, on voit bien la problématique que va soulever la GDPR, c'est-à-dire que s'il faut un petit peu, alors c'est un terme anglo-saxon, back-to-back, c'est-à-dire que prendre chacun des contrats et les emboîter les uns avec les autres, ça va être extrêmement complexe, parce qu'à un moment donné, l'offre SaaS multiple, avec parfois la même donnée traitée par plusieurs prestataires, le stockage dans le cloud, la gestion big data, l'analytique qui tourne autour, tout ça peut amener effectivement une gestion contractuelle de la donnée extrêmement complexe pour celui qui en a la charge, pour celui qui traite la donnée en question. On a évoqué le point de vue juridique et certains écueils. Je voudrais quand même qu'on freine, y compris avec une notion technique et qui a été souvent mal comprise, celle de la notion d'accès par des tiers. Yvan, vous avez quelques mots à nous dire là-dessus et peut-être quelques précisions utiles. Oui, pour rebondir un petit peu sur ce qui avait été dit, on voit beaucoup d'entreprises qui maintenant utilisent le cloud, notamment pour aller faire l'ensemble de leur DevOps de façon à segmenter finalement l'accès à leurs données de façon étanche par rapport à leurs données de production. On a en parallèle évidemment de plus en plus d'applications de production qui vont vers le cloud. Donc il va y avoir besoin malgré tout, au travers de ces règlements GDPR, pour les entreprises d'adopter des nouvelles postures de sécurité pour avoir un contrôle plus fin et une étanchéité plus fine sur un sous-traitant X a droit à accéder à telle application, et qu'elle soit de développement parce qu'il fait du développement, ou que ça soit de la maintenance applicative et il aura peut-être accès à une application de production. Mais comment on va faire attention à ce que ce sous-traitant finalement ne puisse accéder qu'à cette application et ne puisse pas avoir par effet de rebond, de malware, volontaire ou pas volontaire. On a vu le cas Target il y a quelques années du mainteneur qui faisait de la maintenance sur de la climatisation et qui s'est retrouvé à faire une évasion de carte de crédit. Donc parfois c'est aussi involontaire de la part du sous-traitant. Et finalement, on en reparlera peut-être tout à l'heure sur l'architecture by design, comment on prévoit d'entrée de jeu finalement que les tiers, finalement, n'auront accès qu'à la data sur laquelle ils ont à mener une mission définie dans le cadre d'un contrat avec l'entreprise. Alors oui, pour une réponse en 3 mots, en fait, on va, conformément au droit, mettre en place une gouvernance adaptée, conforme aux principes de sécurité. Et là, on a réuni les 3 piliers de ce que doit être une mise en conformité, qui n'est pas uniquement légale, elle est organisationnelle, elle est liée à la sécurité, voilà, technique. Et c'est vraiment une action de concert qui permet l'efficacité. Et concrètement, ça permet, en gérant les droits d'accès, de permettre à chacun de prendre que le tunnel qui est adapté à sa prestation et non pas de laisser accès à toutes les boîtes aux lettres. Avant qu'on aborde le troisième moment de notre réunion, les obligations de transparence, qui sont des obligations nouvelles et sur lesquelles on passera un temps, je voudrais juste qu'on zoome sur deux notions qui, elles aussi, sont, à mon sens, un peu porteuses de flou et d'interrogation. La confidentialité du traitement de données, premier point, et puis cette notion d'impact prévisionnel sur la vie privée, qui sont des choses qu'on peut avoir du mal à appréhender finement en entreprise, y compris parce que on s'interdisait jusque-là de penser la vie privée de nos collaborateurs et un impact possible. Quelqu'un veut prendre la parole et nous aider à y voir plus clair sur ces sujets ? Oui, une chose importante, effectivement, donc, dans la réglementation, il y a une partie où il faut faire des analyses de risque. Et aujourd'hui, donc, aux clients, on leur explique bien, et ce n'est pas si évident que ça, que l'analyse de risque que l'on fait donc, par rapport aux données,
c'est pas seulement par rapport à une perte ou à une évasion de données par rapport à l'entreprise, ce qu'on faisait souvent et ce que les entreprises imaginent encore quand on fait une analyse de risque, mais c'est une analyse de risque vis-à-vis effectivement du citoyen, vis-à-vis de la personne, vis-à-vis de l'utilisateur ou vis-à-vis du client. Et là, c'est une démarche conceptuelle et intellectuelle qui va être un petit peu différente, quoi. Et effectivement, aujourd'hui, les sociétés, en faisant appel à des consultants spécialistes dans les analyses de risque, en s'appuyant notamment sur des normes type 27005, ça peut être un plus, qu'effectivement le faire avec des personnes donc internes à l'entreprise, qui déjà se trouveraient juges et parties, et en même temps donc préféreraient ou se pencheraient sur l'analyse de risque pour protéger le patrimoine informationnel. Donc voilà pour cette partie-là. Je voulais juste peut-être rebondir aussi, tout à l'heure j'expliquais par rapport aux sociétés qui s'appuient sur des normes de sécurité du système d'information, comme la 27001 ou la 27002. Si on veut protéger donc les droits d'accès, qu'on veut protéger les bases de données, si on veut garantir les sauvegardes, transférer entre différents partenaires avec des clients des données, est-ce qu'on les fait dans un mode SSL, VPN ou autre, il suffit effectivement de reprendre les différents chapitres et puis effectivement d'avoir un RSSI. À partir du moment où on applique de la sécurité déjà à l'entreprise, il suffit simplement de l'appliquer également donc à ces données personnelles. Et les sociétés qui ont déjà mis en place, qui ont déjà cette culture de la sécurité du système d'information et de protéger ces données, je veux dire, le pas n'est pas très grand pour aller jusqu'à la donnée personnelle. En complément de ce qui a été dit sur les aspects analyse de risque, il y a une nouveauté qui va être introduite par le GDPR, c'est que finalement la victime en cas de brèche, c'est l'entreprise, mais c'est plus que l'entreprise. C'est la personne qui avait confié ces données. Donc ça va complètement changer l'angle par lequel on va traiter ces aspects de notification et d'impact sur les données. Et je crois que ce qui est important aussi, excusez-moi, c'est la volumétrie aussi. Les entreprises qui traitent non pas seulement quelques données personnelles, mais à partir du moment où ils traitent des données de plusieurs milliers de personnes, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Il risque d'y avoir, en cas de problématique ou de perte de données, qu'il y ait un regroupement donc, de citoyens et qui attaquerait l'entreprise. Et vous pourriez nous en toucher quelques mots? Alors, oui. Ça serait alors une action commune par rapport à ce préjudice. Donc ça suppose ça pour que dans chaque pays, ça soit ouvert, etc. La loi Le Maire en France devait le permettre, mais ne le permet pas. Mais clairement, il y a un impact massif, alors par les actions judiciaires, mais aussi par la réputation de nos clients qui se détournent. Et on a pu voir sur Yahoo l'effet désastreux qu'avaient eu les atteintes à la sécurité sur l'utilisation du produit. Mais clairement, il y a un risque judiciaire massif, et surtout aux États-Unis, par des associations d'utilisateurs qui pourraient obtenir une indemnisation du préjudice bien supérieure à celui qu'ils obtiendraient en Europe à cause du système de droit qui prévoit notamment des dommages et intérêts punitifs, etc., donc des sanctions très lourdes. Donc je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui, je voulais juste évoquer notre propre exemple, parce qu'effectivement j'évoquais tout à l'heure le fait qu'on devait gérer deux catégories de données, et la première catégorie, effectivement, on tombe sur le coup un petit peu de ce règlement, et donc on a regardé un petit peu les données que nous-mêmes exploitions en interne, et la plupart n'étaient pas de nature à représenter un risque, à l'exception d'une, qui était effectivement les empreintes palmaires. Quand vous arrivez sur un bâtiment data center, vous prenez ces empreintes palmaires, et c'est clairement les principales que l'on a isolées comme étant particulièrement critiques et pouvant faire l'objet effectivement d'un problème ultérieur si elles devaient circuler ou être captées. Voilà.